La maison des Templiers, la collégiale, le fort du château. C'était la 32e arrivée du Tour ici à Briançon, là où il fait 300 jours de soleil par an. Le soleil a été présent jusqu'à l'arrivée. Merci Dieu Soleil, car quelques petites gouttes sont en train de tomber sur la belle ville de Briançon. Mais cela va se calmer puisque vous le savez, toutes les prévisions météo sont bonnes pour les jours à venir. Que c'est beau, mon Dieu, Briançon, que c'est beau et que c'est beau. Tout ce qui s'est passé aujourd'hui aussi avec cette chevauchée assez extraordinaire d'Alexandre Vinokourov qui, dès ce matin, a lancé l'offensive et en particulier dans ces cols, le col de la Madeleine d'abord, le col du Télégraphe et ensuite le col du Galibier. L'homme du jour, c'est lui, l'homme de la T-Mobile. Vous savez qu'ils sont 3 normalement dans la T-Mobile, 3 favoris, Vinokourov, Klöden et Ulrich. Mais celui que l'on voit, celui que l'on a admiré aujourd'hui, c'est le champion du Kazakhstan et sa position bizarre dans la descente vers Briançon. Il a été accompagné pendant très longtemps par Santiago Botero, le Colombien. Mais tout au bout de l'étape, après 173 km, la hargne, la puissance a permis à Alexandre Vinokourov de gagner cette étape du Tour 2005, la 11e. Victoire d'Alexandre Vinokourov devant Botero, Santiago, Christophe Moreau qui règle le peloton des poursuivants au sprint. Bravo Christophe, décidément c'est un grand tour du Belfortin, Christophe Moreau. Ils sont arrivés 1 minute 15 derrière. Pas de problème pour Lance Armstrong qui s'est relevé d'ailleurs dans le sprint. 1 minute 15 derrière, donc 1 minute 15 qu'il concède à Alexandre Vinokourov sur le plateau de Vélo Club tout à l'heure. Normalement, Alexandre Vinokourov viendra nous rejoindre car il a été désigné le prix du plus combatif. Bernard Thévenet, bonjour. Bonjour. Avec vous, on va analyser tout ça, tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Luc Alphand aussi nous a rejoint. Bonjour. Luc et ses 2 métiers, le meilleur skieur du monde il y a quelques années et maintenant pratiquement devenu l'un des plus grands pilotes du monde en rallye. Non mais ça c'est pas encore, il faudra gagner le Dakar. Voilà, Gilles Brognier est avec nous, équipe de France, Maurice Adret également, les équipes de France de ski sont bien représentées. On va discuter de tout ce qui s'est passé aujourd'hui ensemble. Alors Bernard, d'abord la réaction d'orgueil d'Alexandre Vinokourov. Hier, il avait pris une claque. C'est la question que je lui ai posée il y a quelques minutes. 5-18, incapable de résister à la locomotive Armstrong, au Superman. Je pense qu'il a dû gamberger toute la nuit et se dire ce matin j'attaque. C'est vraiment une réaction de champion, hein, parce que comme vous l'avez dit justement hier, c'est comme une sacrée baffe qu'il a prise. Il a perdu là où il espérait attaquer. Et il rattaque dès aujourd'hui. Souvent, quand on reçoit une claque comme ça, on attend un jour ou deux et puis on revient après. Mais là, c'est immédiat, c'est quelque chose d'extraordinaire dans le caractère, dans la fierté, dans l'orgueil de Vinokourov. On regrettera simplement pour Vinokourov que ce n'est pas tout à fait un homme du Tour parce que de temps en temps il a des hauts, enfin il a des hauts comme aujourd'hui, des bas comme hier. Quand on veut gagner le Tour, malheureusement il faut être là pendant 20 jours, il y a 20 étapes et il faut être là pendant les 20 étapes absolument. Sinon, il suffit la preuve, hier il y a des coureurs qui ont perdu le Tour hier, il y a des coureurs qui ont fini assez loin. Ceux qui étaient devant aujourd'hui, par exemple Botero aussi. Botero, pareil, hier il a aussi pris une claque. Aujourd'hui il est là. Hier il a terminé à 2,50 pour être devant. Bernard, je vous arrête. Pierre-Henri Brandet, je vois tout Ruchoft qui vient de passer la ligne là. Oui, Pierre-Henri, les délais, je vois le champion de France, Pierrick Frédrigo. Avec un groupe d'une 50aine de coureurs qui vient enfin de franchir la ligne, 31 minutes et 40 secondes après Alexandre Vinokourov. Le délai pour arriver ici a été fixé à 46 minutes et 2 secondes après Alexandre Vinokourov, ce qui fait qu'il reste à peu près 14 minutes pour les derniers coureurs, c'est-à-dire une 50aine qui sont encore sur le parcours pour rejoindre la ligne d'arrivée. Il y a eu 3 abandons, on y reviendra tout à l'heure, et vous dire aussi que la moyenne de l'épreuve est la moyenne de cette étape est un petit peu supérieure à 36 km/h. On va aller recueillir quelques réactions tout de suite. Merci Pierre-Henri. Les abandons de Zanini, de Kim Kirchen et de Jean-Patrick Nazon. Nous allons y revenir, c'est vrai, dans quelques secondes. Merci Laurent Jalabert de nous avoir rejoints. L'énergie à l'arrivée. Parce qu'en fait, je vais séparer un peu nos 2 consultants. Bernard sur la course en général, sur les tactiques, sur les stratégies, et Laurent souvent sur les arrivées, parce que c'est un truc que vous connaissez bien et puis que vous vivez en direct avec nous. L'extraordinaire masque d'énergie de Vinokourov, d'Alexandre à l'arrivée. C'est phénoménal. Oui, enfin c'est vraiment la rage de vaincre, quoi. Et hier, il a été, je suppose, très déçu. La pilule a dû être dure à avaler hier soir, et ce matin, il avait déjà des ambitions au départ, il nous l'avait avoué. Et là, on se sent très concentré, alors que Botero, on le sentait beaucoup plus inquiet dans le final. Santiago Botero a fait preuve de beaucoup de courage aujourd'hui. Il a été lâché à plusieurs reprises.
Mais on pressentait quand même que Vinokourov était plus fort, avait plus de ressources et finalement il a bien manœuvré dans le sprint quoi. Et quand il l'a voulu, il est parti. Et c'est vrai qu'on a senti cette rage de vaincre. On a l'impression qu'il allait tordre le vélo, Laurent, tellement à un moment. Il s'est mis en danseuse, là, c'est à peu près là. Il risquait pas de revenir là. Ouais. Regardez comment il va manier son vélo au moment où il va passer devant Bottero. Oui, là, dans ce genre de situation, il y a le cœur qui commence à monter. Enfin, il y a une dose de stress incroyable. Et au moment où il lâche vraiment les chevaux, c'est le moment où il décide de partir. C'est maintenant. Voilà, maintenant, là, il devient irrésistible. C'est un effort pratiquement continu à l'apnée qu'il produit. Et là, vraiment, il y a toute la puissance qui s'écrase sur les pédales. Et Bottero ne peut que se résigner. Je trouvais que le vélo bougeait tellement. Regardez ça. Il fait des 8 incroyables. Il ne voulait pas la perdre. Hein. Vraiment, il a sprinté jusqu'au bout. Pourtant, Bottero était loin derrière. Hein. Pierre-Henri Brandet avec notre champion de France, Pierre-Henri. Pierrick Fédrigo, et regardez ce qu'il a mis pour se protéger du froid. Vous avez la gentillesse, Pierrick, d'ouvrir le maillot. C'est l'édition. Est-ce que c'est l'édition d'aujourd'hui? J'ai pas eu le temps de regarder. Hein. Vous n'avez pas le temps de lire? Mercredi 13 juillet, c'est donc aujourd'hui, et c'était la une sur Armstrong. Bon, ça a été une journée difficile. Ouais, une journée oubliée, je crois. Hein. On a réussi à accrocher le gros du peloton pour essayer de finir avec le groupe Eto. On arrive, je sais pas, à 30 minutes. Donc, c'est vrai que ça a été une journée difficile. Pierrick, où est-ce qu'on va chercher les ressources nécessaires pour tenir? Est-ce qu'on se parle dans le peloton? Est-ce qu'on se fait des signes? Est-ce qu'on est vraiment dans sa bulle complètement? Vous savez, c'est le Tour de France, donc l'objectif c'est de... Quand on est mal comme ça, c'est de penser aux Champs-Élysées, et donc c'est pour ça aussi qu'on s'accroche pour essayer de basculer avec le groupe Eto et perdre le moins possible. Quoi. Quel moment a été très très dur là où vous vous êtes dit mais qu'est-ce que je fais dans cette galère? Dans le galibier. Quoi. Le galibier, on savait que très bien que quand on allait basculer, après c'était terminé, on descendait sur l'arrivée. Donc, mais le plus dur c'était le galibier. Ouais. Bon, on va vous laisser aller vous reposer. Puis demain, vous avez passé une belle journée, c'est le 14 juillet. Vous êtes en bleu, blanc, rouge et je vous rends le Dauphiné si vous avez quelque chose, que vous ayez quelque chose à lire pendant le massage. Merci beaucoup, Pierrick Fédrigo. Et vous, Pierre-Henri, qu'est-ce que vous avez sous la chemise? Qu'est-ce que j'ai rien? Quel genre de canard vous avez sous la chemise? Rien du tout, je suis nu, mais je ne vous montrerai pas, Gérard. Calmez-vous. Allez, on redevient sérieux avec d'abord le petit incident, puis finalement ça s'est bien passé, sur le vélo d'Alexandre Vinokourov que vous avez souligné, Laurent. Cet émetteur, ce petit émetteur-là qu'il avait sur le support arrière, on va dire, du cadre, hein, et qui a failli se prendre dans les rayons. Hein. Oui, ça s'est desserré. Enfin, c'est serré simplement avec des petits colliers. Et visiblement, ça s'est desserré parce que la base du cadre est un petit peu conique, donc c'est parti vers l'arrière. Et ça aurait pu se glisser dans les rayons, lui casser un rayon surtout, pas le faire tomber, je crois pas, mais ça aurait été vraiment dommage parce qu'il a gagné la course et il l'aurait peut-être perdu s'il avait cassé sa roue à cet endroit-là. Mais heureusement, le frère de Yann Ulrich qui veille au grain, hein, qui est derrière dans la voiture, est venu prêter main forte, il a coupé le petit bazar là, et puis il a pu repartir et se concentrer. À vrai dire, je ne sais pas pourquoi les coureurs utilisent aujourd'hui ce genre de... C'est un transpondeur, je crois. Il y a les dossards, c'est un peu un dossard électronique et en complément on fait du dossard autour des gens. En fait c'est une puce, hein, c'est ça, et comme on a dans les courses de karting. Vous tirez les oreilles, Gérard. Hein. Oui. Si vous écoutiez l'émission de Claude Desmar le matin sur la 3, on en a parlé il y a 2 jours. Oui, non, mais on n'a pas parlé du fait que ça soit détaché. Non, mais c'est un transpondeur. Il va pas me chambrer comme ça, Bernard. Non mais dites donc. C'est un transpondeur, donc on le met là sur la base pour que tout le monde ait exactement la même distance entre le transpondeur et l'aplomb de la roue avant, puisque vous avez vu l'autre jour l'arrivée entre Clauden et Winning, c'est l'aplomb de la roue avant qui sert pour départager les coureurs. Donc il y a exactement la même distance, elle est fixée par une société et je crois que c'est 1m67 mais je ne suis pas certain. Et sur la ligne d'arrivée, il y a une antenne en boucle qui est justement à 1m67 juste avant la ligne d'arrivée. Donc ce transpondeur, quand ça sera homologué, permettra de faire le classement. Quand il arrive 100 coureurs, on aura le classement instantané. Pour l'instant, c'est difficile de faire comprendre à l'ordinateur que le coureur qui arrive 15 secondes mais dans le même peloton, il est toujours classé dans le même temps. C'est Bernard Chenez qui s'amusait avec nous. Il a bien raison, Bernard. Ça fait beaucoup rire. Vous savez qu'ils m'ont pris comme mesure, moi, juste 1m67 sur la ligne d'arrivée pour dire exactement à quel endroit on allait le placer. On est en direct, Claude Desmar. On est en direct avec vous, Claude. Oui.
Oui, Gérard. Avec qui? Quels Oui, sont à vos l'hôtel invités, de Claude? l'équipe AG2R. Oui. Oui, à l'hôtel de l'équipe AG2R, l'équipe de Vincent Lavenu, un Briançonnais, hein, il est natif d'ici, et avec une séquence qu'on voit rarement, parce que d'habitude ça se fait dans le car. Regardez, nous sommes avec Ludovic Turpin et Stéphane Goubert qui viennent à peine d'arriver. C'est la collation, d'habitude c'est dans le car. Oui, la collation. Vous voyez, ils ont encore leurs chaussures, ils sont pas changés du tout, pas de douche. Déjà, on mange, parce que, alors Ludo, une étape comme ça creuse. Ouais, c'est vrai que ça creuse, on n'a pas eu le temps de manger tellement sur le vélo, parce que bon, dans l'école ça monte vite, donc on n'a pas le temps de manger, puis dans les descentes ça descend vite, donc on n'a pas le temps de manger non plus, donc c'est vrai que là j'ai très faim et j'ai la flemme de monter et prendre ma douche, donc je préfère manger avant. Alors on va s'approcher, Véronique va s'approcher avec la caméra, on va voir ce que vous mangez. Ce ne sont pas des pâtes ou du riz, ce sont des patates. Des patates, oui c'est bon les patates comme ça. Bah il paraît, le doc il est là, il nous dit que c'est bon, donc c'est bon pour recharger en glucides, donc c'est ce qu'on fait. Allez, un petit mot avec Stéphane Goubert. Ah, bon, qui mange une banane, des patates également, sous le regard d'Éric Poulade. Non, Bouva, effectivement, le docteur. Alors, Stéphane, ça s'est bien passé pour vous cette étape aujourd'hui. Vous m'avez dit j'étais mieux qu'hier, beaucoup mieux qu'hier. Oui, j'étais mieux qu'hier, heureusement. Donc ça donne le moral pour les prochains jours et pour les Pyrénées, quoi. Aujourd'hui, vous avez suivi le groupe Maillot Jaune Armstrong, donc pratiquement jusqu'au sommet du Galibier. Oui, pratiquement, mais bon, il manque encore quelques kilomètres-heure pour moi et quelques kilomètres-heure en moins pour eux. Mais bon, aujourd'hui, j'aurais aimé prendre l'échappée, mais bon, c'était vraiment une échappée de champion, donc c'était pas possible. Ça montait très très vite au pied de la Madeleine. Je pouvais que suivre, je pouvais même pas remonter devant le peloton, donc c'est dommage, mais bon, c'est bien pour Vinokourov qui hier ça relance le Tour de France. Oui, Gérard, je vous interromps, on restera avec vous en direct. Hein. Le groupe Eto arrive, Robbie McEwen, un cadre, Tom Bonnen, son maillot vert, entre autres. Pierre-Henri Brandet, c'est à vous. Oui, Gérard, et ils arrivent 40 minutes après Vinokourov. Regardez Tom Boonen qui va directement aller au protocole, le protocole qui n'était pas encore terminé puisque l'on attendait le maillot vert et son arrivée. Et donc 40 minutes, on va poser la question à Thomas. Un petit mot, Thomas Veuclair. Vous arrivez 40 minutes dans les délais, mais vous avez pris le deuxième autobus aujourd'hui, Thomas. Vous avez quoi? Vous avez pris le deuxième autobus aujourd'hui. Ouais, j'ai pris ce que j'ai pu. Non, mais bon, on est dans les délais. Encore une journée difficile, mais bon, on fait avec. On savait que ça allait pas être évident en venant. Bon, je suis pas trop à la fête ces jours-ci. Voilà, on garde le moral, hein, c'est pas pour autant qu'on le perd. Ouais, puis il y a des morceaux déjà de passer. Ouais, il y a des gros morceaux, mais il y en a encore à venir. Merci beaucoup Thomas Veuclair. Et donc voilà, il reste à peu près 5 minutes et 20 secondes, Gérard, pour que le dernier coureur franchisse la ligne. Et il y a 2 minutes, il était encore à 8 km, il signalait la voiture balai. C'est dire si pour lui cela va être difficile pour entrer dans les temps. Il lui faudrait réaliser une moyenne de près de 65 km/h. Alors c'est vrai que c'est en descente, mais 65 km/h, ça sera pratiquement impossible. Non, c'est pratiquement impossible. Oui. Enfin, vous restez, vous m'appelez. Hein. Évidemment. Vous nous appelez. Claude Aymar, on revient avec vous pour la collation parce que c'est intéressant de savoir, pour ceux qui ne connaissent pas les pratiques du cyclisme professionnel, tout ce qu'il y a sur la table. Tout à l'heure, je voyais 15% gratuit. On voyait en gros plan 15% gratuit juste devant vous. On ne va pas citer les marques, mais il y a... Bon, je ne sais pas. Écoutez, on ne va pas parler des marques. Mais on ne parle pas des marques. Oh là là, cachez ce 5 que je ne saurais voir. Il y a des yaourts à boire, je connais la réplique. Il y a des bananes, des pommes, de l'huile d'olive pour mettre, je suppose, avec les patates. Tiens, on va dire un petit mot avec Éric Bouva, donc le docteur de cette équipe. Quels sont les produits de base pour la collation quand des coureurs arrivent justement d'une étape de montagne comme ça fatigante? Après une étape longue et avec la chaleur ou des étapes très longues, il y a besoin de recharger 2 choses. La perte en liquide, donc ils boivent dans les minutes qui suivent l'effort. Et après avoir bu, ils se mettent à recharger leur stock d'énergie, donc du glucose. Et le glucose se trouve dans les bananes, les pommes de terre, gâteaux de riz parfois fait par certains assistants, des yaourts à boire. L'huile d'olive n'est pas indispensable, mais elle leur permet de modifier un peu le goût de certains aliments, parce qu'au bout de 3 semaines, quand on mange toujours la même chose, c'est difficile, donc il faut agrémenter à certains moments. Alors certains rouspètent parce qu'il n'y a pas du Nutella tous les jours, il y en a même plus que très rarement, mais concrètement, il faut quand même manger des choses sucrées et les faire varier, donc des fois on n'est pas complètement dans le régime, mais il faut qu'il le mange quand même. Oui, il faut qu'il recharge les accus. En tout cas, ce que j'allais dire, c'est que Stéphane Goubert a la banane et il a mangé la sienne d'ailleurs ce soir.
Le docteur d'ailleurs qu'on vient de voir là, c'est-à-dire Éric Bouva, qui a publié un guide sport, AG2R et votre santé avec plein de très bons conseils concernant justement la diététique et la nutrition. C'est super pratique et c'est vraiment très très clair à propos justement de ce qu'il faut faire et ne pas faire pour avoir un corps qui fonctionne très très bien. Laurent Jalabert, avant que vous nous quittiez, c'est un plaisir de vous avoir, mais je sais que vous avez des obligations. Le travail des Discovery Channel dans la plaine, on va dire, entre les grands cols. On a eu l'impression vraiment qu'ils laissaient Bottero et les échappés, en l'occurrence il y avait Pereiro-Sio et Vinokourov, à 1:30, juste à portée de fusil. Oui, effectivement, ils ont voulu éviter que ces coureurs-là qui avaient perdu du temps hier reviennent à nouveau dans le jeu. Il fallait les laisser à une distance raisonnable. Il reste encore beaucoup de kilomètres à parcourir, le Télégraphe et le Galibier. Et donc, comme ils étaient encore nombreux, les équipiers de Lance Armstrong, ils ont pu imposer un rythme suffisamment élevé pour éviter justement aux 4 échappés, puisqu'ils étaient 4 à ce moment-là, de pouvoir creuser l'écart dans la plaine et surtout les obliger à puiser dans leur réserve et entamer peut-être le dernier col avec un taux de fatigue et un degré de fatigue plus élevé. Au résultat des courses, je crois que l'équipe Discovery a bien géré la journée. Elle a bien tenu la route aussi et finalement, même si Vinokourov est récompensé par une victoire d'étape, le rapproché général n'est pas extraordinaire en ce qui le concerne. Bottero revient dans le jeu, mais quand même toujours de 4 minutes de Lance Armstrong. Donc vraiment, pour eux, c'est vraiment une journée bien gérée. Merci Laurent. Bernard, je me retourne vers vous maintenant pour le cas Rasmussen, Michael Rasmussen, qui est de plus en plus étonnant. Moi, je vais dire stupéfiant. C'est celui qui m'épate le plus. En employant un mot bien choisi. Je trouve que son comportement d'abord est vraiment étonnant. Il est dans les roues, il suit, et puis en plus, il a le courage d'aller chercher des points. Oui, il va faire je pense qu'il a pratiquement acquis le classement de la montagne. Pour l'instant, il n'y a que Christophe Moreau qui lui conteste. Bon, c'est sûr que si Vinokourov venait à faire une grande échappée, mais c'est un garçon qui est là depuis 3 jours. Il est là tous les jours et avec une échappée dans les Vosges qui était vraiment extraordinaire. Il n'a pas de faiblesse. Attention, c'est un beau coureur. Il a déjà gagné une étape dans le Dauphiné. C'est un garçon qu'on connaissait. On savait qu'il était en progrès, mais on ne pensait pas qu'il allait progresser, éclater comme ça cette année dans le Tour de France. Et c'est un garçon qui est très courageux. Je pense qu'il court aussi très intelligemment parce que là, il vient prendre beaucoup de points pour la montagne. Je ne sais pas combien, mais il doit avoir au moins une trentaine de points là-haut. Et finalement, en faisant un effort par rapport aux autres, il a fait un effort supplémentaire sur 400 mètres, c'est tout. Bernard, on retourne vers Pierre-Henri Brandet sur la ligne en direct parce que nous sommes dans les 46 minutes, là, c'est-à-dire le délai que vous nous avez annoncé tout à l'heure, Pierre-Henri. Dans 21 secondes maintenant, très précisément, le délai sera complètement écoulé. J'ai à côté de moi Max Michaud qui est commissaire international et juge à l'arrivée. Il y a 2 coureurs qui ne sont pas encore arrivés, Max. Oui, effectivement. Il était recensé 2 coureurs, le James Voigt de la CSC et puis Usman de Quick-Step énergétique que nous attendons. Mais le délai va être écoulé, il est écoulé maintenant. Effectivement, 46,02, c'était le délai imparti aujourd'hui pour rentrer dans les délais. Maintenant, la décision va être prise par l'ensemble du jury des commissaires et son président, Jean-Michel Woods. D'accord, on va attendre l'arrivée, on les a vus passer sur l'autre côté de la route. Il y avait on reste avec vous, Pierre-Henri, Jens Voigt, maillot jaune il y a 2 jours. Tout à fait, Kevin Hulsmann qui était complètement. Qui était pressé Hulsmann par son directeur sportif, l'un de ses directeurs sportifs qui lui klaxonnait pour essayer de le faire rentrer dans les délais. Alors attention, voilà Jens Voigt qui va en terminer maintenant, mais au-delà du délai qui lui était imparti. Jens Voigt qui termine au courage quand même, regardez-le, il force, il rentre. 46 minutes et 43 secondes très précisément après Alexandre Vinokourov. Le délai a été écoulé depuis 32 secondes, 42 secondes. C'est pas possible. Il va être repêché, c'est pas possible. Essayez d'y avoir un commissaire. Ouais. Parce que je pense que la réunion là, de toute façon, des commissaires ne peut pas aboutir à l'élimination. C'est sûr que quand on est tangent comme ça, Max, c'est sûr qu'on a peut-être plus tendance à donner un petit coup de main aux coureurs, non? Bernard. Non, c'est pas possible. On est sur le Tour de France. Mobilisez-vous, messieurs les commissaires. Mobilisez-vous. Gérard est en train de se dire mobilisez-vous pour repêcher. On va avoir l'arrivée
l'arrivée, Gérard, dans quelques instants, du dernier, le coureur de la Quick Step, Kevin Hulsman, qui va terminer aussi au courage. Et ça a dû être dur pour eux. Puis surtout, quand on a la voiture balayette derrière, qu'on sait qu'elle est là, ça ne doit pas être forcément évident dans la tête pour continuer à avancer. On vous retrouve dans quelques secondes. Il est là, non, vous le voyez? Non, je ne le vois toujours pas. Donc on a encore quelques secondes. Je vous rappelle tout de suite, Gérard. Bernard? Ouais, dans le règlement, il est prévu bien sûr les délais d'élimination, mais il est également indiqué qu'en cas de circonstances particulières, or là on pourrait invoquer une circonstance particulière, c'est la pluie, qui a gêné les derniers coureurs et qui n'a pas gêné les premiers. Si le jury veut bien être compréhensif, il pourrait prendre ça comme une condition un peu particulière. S'il n'a pas envie de les racheter, il va dire ben non, ils n'ont pas été gênés par la pluie parce que c'était pas un endroit dangereux. J'espère quand même. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, Voigt qui a fait toute l'étape comme ça. Et pour 40 malheureuses secondes, il serait obligé de rentrer chez lui. Voigt qui a fait des efforts extraordinaires, qui a acquis un maillot jaune, qui a fait des choses très très belles sur ce tour. Et qui se trouverait éliminé on vous voit. pour une quinzaine de secondes. L'arrivée. Pierre-Henri, oui, vous êtes en direct. Oui, avec l'arrivée du dernier et la voiture balai qui va franchir la ligne. 48 minutes et 30 secondes après Alexandre Vinokourov pour Kevin Hulsman, le coureur de l'équipe Quick Step, et qui lui aussi sera discuté par le jury des commissaires et par son président dans quelques minutes. Ça va voir s'il sera repêché. C'est vrai que ça serait quand même dommage que pour l'un 42 secondes, 42 secondes et pour l'autre presque 2 minutes, mais c'est presque rien sur une étape comme celle d'aujourd'hui. Ça serait dommage qu'il soit éliminé et sorti du tour après ces Alpes si difficiles. Kevin Hulsman qui est l'un des poissons pilotes normalement sur des sprints organisés de Tom Bonnen. C'est un de ceux qui emmène avec Zanini, qui emmène Tom Bonnen normalement dans les sprints lorsqu'ils peuvent se placer à 3. Et avec Trenti. Et Zanini abandonne aujourd'hui. Ce qui Zanini, veut dire en plus, que a abandonné aujourd'hui. pour les étapes après les Alpes, où Tom Boonen peut espérer remporter des sprints, il va se retrouver sans Hulsman et sans Zanini pour l'emmener les sprints. Ça peut jouer, ça peut compter. Bien sûr. Bien sûr. La cérémonie du maillot vert, justement, tiens, on en parlait. Tom Bonnen, donc, qui est tombé ce matin à l'extérieur, très vite d'ailleurs. C'était un passage où les coureurs étaient à plus de 70 km/h. Il a fait un extérieur là où il y avait des gravillons et il est tombé. Il a dû se faire soigner par le médecin. On verra les images tout à l'heure. Voilà, et il conserve son maillot vert. Luc Alphand, il s'en passe des choses. Hein. Oui, dans votre belle ville de Serre-Chevalier et Briançon. Je sais que les montagnes sont raides et que le vélo est très difficile et c'est une vraie école de souffrance. Et quand on voit les derniers s'arracher pour finir dans les temps, parce que souvent on regarde les premiers, oui c'est beau, oui ils vont très vite, mais entre les deux, entre le groupe Eto 1 et l'autre, il y a beaucoup de souffrance et c'est ça d'abord qui est dans le vélo. C'est un vrai sport difficile. Alors Jean-René Godard, maintenant il est pratiquement 18h, c'est l'heure du résumé, de savoir tout ce qui s'est passé dans cette 11e étape, donc entre Courchevel et Briançon, avec cette chevauchée formidable de Vinokourov, ce sursaut d'orgueil, oui, Vinokourov transformé en cheval d'orgueil. Allez, oui, tout à fait, selon le titre d'un joli roman. En fait, pour l'avoir suivi les 2 jours, avoir été à côté de lui, hier nous étions à côté de la montée de Courchevel et Vinokourov était dans un état absolument incroyable, il avait le visage ravagé par la souffrance, par la déception. Et aujourd'hui, on l'a retrouvé, toujours sur notre moto de direct, et cette fois, il voltigeait littéralement. Il a pris des relais extraordinaires dans le final de cette étape pour finalement remporter donc la victoire. Voici les premières images étonnantes avec cette chute de Tom Boonen. Alors, Tom Boonen était tombé dans les premiers jours du tour. Il s'était fait mal au côté gauche. Ce matin, il tombe et tape, vous voyez, son tibia droit et la rotule, ce qui est extrêmement douloureux. Tom Boonen qui réussira à repartir, vous l'avez vu il y a quelques instants, revêtir le maillot vert. Alors à l'avant de la course ce matin, 2 attaquants, 2 courageux. Regardez la morphologie différente de ces 2 garçons. Samuel Dumoulin, ici en première position, c'est le plus petit coureur du peloton. Il mesure 1m50,5. Lui, il préfère qu'on dise 1m60, donc on va dire 1m60. Et derrière lui, le Norvégien Thor Hushoff. Et derrière, alors là derrière, oui, la contre-attaque qui se développe dans la première difficulté de la journée, le col de la Madeleine, classé hors catégorie. Et dans cette échappée, on remarque bien sûr tout de suite la présence d'Alexandre Vinokourov, de Santi Botero, de Mancebo. Alors devant, Dumoulin décroche dans l'ascension de la Madeleine. Thor Hushoff se retrouve seul en tête. Étonnant d'ailleurs de retrouver Thor Hushoff en tête dans un col hors catégorie sur le Tour de France, car on le sait, c'est avant tout un routier sprinter. Et derrière, cette équipe Discovery Channel qui, au fil des jours, hier elle avait été extraordinaire, et bien aujourd'hui elle a de nouveau été extraordinaire au Tour d'Armstrong. Roberto Heras, vous l'avez vu, avec le maillot bleu de la Liberty Seguros. Heras, vainqueur du Tour d'Espagne l'année dernière, qui appartenait au groupe de tête, qui a été décroché, qui a réussi à revenir et qui a de nouveau été décroché pour finalement perdre beaucoup de temps.
Alors ici, c'est bien sûr Alejandro Valverde, vainqueur hier à Courchevel, probablement le garçon avec l'Italien Damiano Cunego qui a le plus gros potentiel actuellement parmi la nouvelle génération. On voit ici Samuel Dumoulin rejoint par le groupe de contre où il y a Vinokourov, Bottero, Mancebo. Devant, il reste un seul homme en tête. Nous sommes toujours dans ce col de la Madeleine, 22 km d'ascension. Elle est très très longue l'ascension. Mancebo, vous le voyez ici, il a été décroché par le groupe et il est donc à l'instant repris par le peloton. Tout comme d'ailleurs Hunter qui appartient lui à l'équipe Saunier Duval. Ils sont repris par un peloton. Regardez, toujours la même image, les maillots bleus et gris clair de la Discovery Channel. Au sommet de la Madeleine, Santi Bottero passe en tête, prend des points. Derrière, à l'avant du peloton, Christophe Moreau devance Rasmussen, prend lui aussi des points dans la perspective de ce classement du meilleur grimpeur. Voilà Christophe Moreau qui récolte des points au sommet de la Madeleine, devant Rasmussen et le peloton qui s'élance donc dans la descente. Alors le sommet de la Madeleine, col 6,1% de dénivellation moyenne, je vous l'ai dit, 22 km d'ascension. Nous sommes dans la descente et voilà, vous voyez la faute faite par Pereiro. Il y avait deux coureurs de la FONAC. Nous étions, en fait, nous ne l'avons pas vu, nous étions le virage en dessous avec la méthode directe à ce moment-là et on pensait, en fait, on regardait, je m'étais retourné plusieurs fois, on pensait que tout se passait bien, mais en fait, Pereiro a fait une petite erreur de concentration et heureusement sans conséquence. C'est-à-dire qu'il a sorti quelque chose pour s'alimenter et est sorti de sa trajectoire tout simplement. Et comme il y a une très belle végétation sur le côté de la route et de très beaux champs, une très belle herbe, eh bien il est arrivé tout simplement dans l'herbe sans se faire du mal. C'était un avertissement. Nous voici avec le groupe de 4, avec Vinokourov, avec Bottero, avec Egoy Martinez et avec Pereiro. Derrière, toujours le tempo assuré par la Discovery Channel. Regardez ce spectateur qui court avec la bannière étoilée aux côtés de Lance Armstrong. Le groupe de tête, Oscar Pereiro, qui est une des révélations. Il avait terminé 10e l'an dernier du Tour de France. On l'a fait beaucoup moins vu que cette année. Cette année, il pèse réellement sur la course. Nous sommes dans l'ascension du Télégraphe. Il y aura après l'enchaînement avec le Galibier. Vous voyez Egoy Martinez qui est repris par le peloton. Il a figuré très longtemps dans le groupe de tête. Et tous les copains de Lance Armstrong. Vous voyez, ils ont tous descendu la fermeture de leur maillot. On est au sommet du Télégraphe. Et ensuite, nous allons enchaîner avec l'ascension du mythique Galibier. Christophe Moreau, vous le voyez, qui vient de nouveau récolter des points au sommet du Télégraphe. Classé en première catégorie. Le ciel, vous le voyez, est menaçant. On craint à ce moment-là de la pluie, mais au moins pour la tête de la course, cette pluie ne viendra pas. Ça ne sera pas le cas pour les derniers concurrents qui sont arrivés ce soir à Briançon, qui ont connu une fin d'étape plus compliquée sur le plan météo. Regardez toujours 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici avec les lunettes, vous avez vu, c'est Paolo Savoldelli qui était sur la gauche de votre écran, vainqueur récent du Tour d'Italie. La sérénité de Lance Armstrong et les difficultés d'Iban Mayo. Iban Mayo qui n'est pas dans le coup sur ce Tour de France. Difficulté également d'Andreas Klöden qui s'accroche. Et Vinokourov qui a déposé Santi Bottero et qui passe en tête au sommet du Galibier où est attribué le prix Henri Desgranges, c'est-à-dire prix attribué au sommet du col le plus important du Tour de France. Très précisément 2685 mètres. Voici Rasmussen qui s'est dégagé du peloton Armstrong, qui passe en 3e position au sommet et en 4e position, première position du peloton, Christophe Moreau et derrière l'armada de la Discovery Channel entourant Lance Armstrong. Et je ne peux pas m'empêcher dans ce résumé de répéter ce que nous avons dit tout à l'heure dans le direct avec Laurent Jalbert, à savoir qu'il y a un garçon qui nous a fait aujourd'hui véritablement une impression extraordinaire aux côtés d'Armstrong, c'est monsieur Georgin Capi. Il est le seul coureur de l'équipe d'Armstrong actuelle à avoir remporté avec lui les 6 victoires dans le Tour de France. Regardez George en recherche de vitesse. Il a terminé au mois d'avril 2e de Paris-Roubaix. C'est un grand coureur que ce Georgin Capi, qui est aussi l'ami dans la vie. Il n'est pas que l'équipier, il est l'ami dans la vie. Nous nous retrouvons à Briançon. Santi Bottero dans la descente du Galibier a rejoint Alexandre Vinokourov. Les deux hommes arrivent ensemble dans Briançon. Et à Briançon, Alexandre Vinokourov, qui a perdu plus de 5 minutes hier, qui a été blessé, a eu une formidable réaction d'orgueil, alors qu'on le voit pour le groupe Armstrong, sprint remporté par Christophe Moreau.
une belle étape des Alpes, un beau vainqueur. Et je ne le dis pas parce qu'il vient de s'asseoir à côté de moi, Alexandre, véritablement un beau vainqueur, beaucoup d'orgueil, une réaction absolument magnifique. Ils m'ont fait plaisir aujourd'hui. On ne voit pas le classement, on ne le voit pas. Bon, simplement pour rappeler, donc... Un Vinokourov, deux Bottero dans le même temps, pratiquement à une seconde. Ensuite, 1 minute 15 derrière. 1 15, Moreau, Jülich, Mazzolini, Armstrong, Evans, Leipheimer, Rasmussen, Tocznik. Au classement général, Lance Armstrong, Rasmussen, toujours dans la même position. Rasmussen à 38 secondes. Christophe Moreau reprend la 3e place à 2,34. Et Bottero revient en 6e place au classement général. Et Vinokourov il remonte. Il est 12e du général à 4 minutes 47. Mais surtout, Alexandre a gagné l'étape. Bernard Thévenet, une question. Une question pour Alexandre. Ouais, une question, c'est la... Hier, tu paraissais très fatigué à l'arrivée. C'est la fierté, c'est l'orgueil qui t'a fait réagir aujourd'hui? Ouais, c'est vrai, j'étais un peu mal hier, mais comme je l'ai dit, c'était, je pense, les jours de repos qui m'ont fait un peu mal, casser le rythme. Et bon, et c'est vrai, j'étais un peu déçu, mais j'ai retrouvé le moral. Et même aujourd'hui, je dis, je vais attaquer. Les autres années, le lendemain du jour de repos, tu avais aussi des difficultés? Ouais, les autres années, peut-être, c'était pas tout de suite les arrivées au sommeil. Mais bon, j'ai fait quand même travailler un jour de repos. Mais... Tu as roulé 2 heures le jour de repos à peu près? 2 heures et demie, 2 heures, mais j'ai fait quand même un bon rythme en montagne, bien chauffé, mais bon, c'est pas marché. Et dans le premier col, le Cormet de Roseland, tu avais l'air bien pourtant, non? C'est seulement dans Courchevel que ça a été dur? Oui, premier col, ça va, mais dernier col, c'était un peu... J'ai vu que c'est pas mon rythme, et les pulses qui montent trop haut. Et les jambes, par contre, se tournaient pas mal, mais à un moment, c'était... Alexandre, comment est-ce qu'on dit orgueil en kazakh? Orgueil. Orgueil, même... Je sais pas, j'ai pas... Je comprends pas tout à fait les... Non. Fierté, la fierté. Ce que vous avez fait aujourd'hui. Non, mais de toute façon, même si vous le dites pas en image, on l'a. Hein, Merci Alexandre. Ouais, okay. Merci d'avoir été avec nous. Pierre-Henri, vous êtes en direct avec nous pour une nouvelle importante concernant les 2 retardataires. Oui, une nouvelle que vient de nous apprendre Jean-Michel Wutz, le président du jury des commissaires, pour vous dire tout simplement que Jens Voigt et Kevin Hulsmans ne seront pas repêchés. Oh non. Arrivés hors délai, si. Et que malheureusement, a dit Jean-Michel Wutz, mais c'est la course, ils sont hors délai et donc ils ne participeront pas demain. Ah, c'est dur, c'est vraiment dur. À la suite du tour. Voilà, Jens Voigt, oui, dans la descente ici vers Briançon, qui va arriver avec quoi, 35 secondes de retard maximum. Ouais, une quarantaine de secondes. 2 minutes pour Hulsmans, mais seulement une quarantaine de secondes. Ce qui me déçoit dans la décision du jury, c'est un peu ce que j'ai déjà dit, hein, c'est qu'on ne tient pas compte du fait que les derniers sont passés sous la pluie. Je pense qu'ils ont fait toute la descente du Galibier sous la pluie et que bien sûr ils ont été handicapés par rapport aux premiers. Et que bon, on aurait peut-être pu réfléchir un petit peu plus longtemps à leur cas. Mais ouais. C'est la décision du jury. Hein, Voigt, c'est la voix, et la voix des commissaires est impénétrable. C'est lui qui prend la décision. Philippe Lafont, dans les coulisses du Tour, avec l'équipe aujourd'hui Gerolsteiner. Gerolsteiner, parce que Gerolsteiner, c'est une équipe qui, pour la première fois, était devant T-Mobile. On n'a pas entendu beaucoup parler, mais ils ont un leader qui s'appelle Levi Leipheimer. Yes. On dit comme ça, Levi Leipheimer. Non. Si, c'est comme ça. Et aujourd'hui, le but du jeu, c'était de protéger sa 6e place, parce qu'il reste très présent au classement général. On a été donc invité dans la voiture de Hans-Michael Holzer, qui est un homme formidable. Et vous allez voir qu'avec les T-Mobile, on s'entend plutôt bien. Et on se donne la place, on se rend la place. C'est formidable. À l'intérieur du Tour. L'équipe allemande Gerolsteiner fait de plus en plus parler d'elle dans ce Tour de France. Fabian Wegmann a déjà porté le maillot à pois au départ de Karlsruhe et l'américain Levi Leipheimer, le leader, est 6e au classement général. Aujourd'hui, à cause des problèmes de délai, encore une fois, il est important de ne pas se faire lâcher trop tôt. Pour les coureurs les plus expérimentés, pensez surtout à ramener les brebis égarés. Pour ceux de l'arrière, Christian Henn connaît mieux que moi. Il vous dira qu'il faudra aller à fond dans les descentes en prévision de l'ascension qui suit et qui sera difficile. Pour les autres, Levi est le mieux placé au classement, c'est le centre d'intérêt. Georg Tocznik, tu dois l'accompagner le plus loin possible. Et tu dois lui apporter les bidons aussi, comme on l'a déjà fait par le passé.
Flaschen holst und ähnliches, einfach mit dabei bist, dass nur jemand von uns mit dabei hat. Je le dis en anglais pour Levi. Si vous vous faites lâcher, continuez à travailler à votre rythme. Pensez à la suite de l'étape. Le plus important, c'est de préserver la 6e place de Levi. C'est le seul objectif de la journée. Hallo. Oh, ich glaube, das kann sich sehr schnell wieder ändern, sowas. C'est tous les jours la même chose avec les T-Mobile. Bonjour, comment ça va? On a de bonnes relations. Et aujourd'hui, c'est la première fois dans le tour que nous sommes devant eux. Nous avons la voiture numéro 6 et eux la voiture numéro 7. Et ils me disaient, t'inquiète pas, on va pas te doubler. Est-ce que vous avez regardé ça? Oh, ça n'a pas l'air beau. Journée type d'un directeur sportif en étape de montagne. Doubler ses coureurs, lâcher dans les ascensions. Aujourd'hui ça va, Forster et Vrolich ont accroché le groupe Eto. Un peu plus loin, Sebastian Lang. T'en veux une autre dans ta poche? Allez, c'est bien là, régulier. C'est vraiment bien. Beaucoup de coureurs ont été lâchés derrière. Hein. Oui, oui, je suis juste derrière vous. Beat. Comment vont les autres devant? Beatsberg est au contact de Levi Leifheimer, peloton maillot jaune. Un peu plus tard dans l'ascension du Télégraphe, petit exemple d'entraide à l'allemande, la voiture T-Mobile doit aller rejoindre Vinokourov, échappé. Je vais à l'échappée, est-ce que tu peux couvrir mes coureurs derrière? Ok. On doit s'occuper des T-Mobile maintenant, ok? Sberg, porteur d'eau du leader, au contact des meilleurs. Coup de chapeau au passage à l'un des plus jolis gestes du métier, geste de l'ombre. Levi. On n'est plus beaucoup devant, hein. Mais Lens, lui, il a 5 mecs. Incroyable. Victoire du Vinokourov. Félicitations. Maintenant, vous pouvez nous repasser devant. Il reste un prénom à se faire. Sympathique? Ouais, très sympa. Bien. Et monsieur. Pour la première fois, il partait devant les T-Mobile, il leur laisse la place à la fin. Merci Philippe. Il nous reste encore quelques minutes dans cette émission pour parler d'un fait qui est arrivé ce matin sur le Tour de France. Donc, c'est l'interpellation d'un coureur italien de la Fassa Bortolo qui s'appelle Dario Frigo. Ce n'est pas la première fois que ce coureur italien a été pris la main dans le sac pour une affaire de dopage, puisqu'il avait été donc sanctionné par son équipe, viré par son équipe en 2001 sur le Tour d'Italie en particulier. Cette fois, donc, il a été interpellé à son hôtel ce matin par des enquêteurs. Le coureur cycliste italien Dario Frigo a été interpellé avant le départ de la 11e étape, vers 7h30 ce matin. Pourquoi? Eh bien parce que sa femme, Susanna, elle, a été interpellée elle-même au cours d'un contrôle fortuit des douanes au péage autoroutier de Sainte-Hélène, près d'Albertville. Donc, cela se serait passé hier ou avant-hier. Les enquêteurs n'ont pas encore bien confirmé tout ça. Dario Frigo, 31 ans, qui avait commencé sa carrière professionnelle en 96. Il a remporté 20 victoires, donc des victoires très importantes. À l'instant même, on a appris que Dario Frigo a été déféré au parquet d'Albertville et que sa femme aurait reconnu que les produits étaient destinés à son mari. Mais pour l'instant, on ne sait toujours pas, d'ailleurs, si la dizaine d'ampoules qui ont été récupérées dans la voiture de sa femme sont des produits dopants. Ces produits sont dans un laboratoire pour une analyse. Votre réaction, Christian Prudhomme? Simplement, s'il est avéré, parce que vous le disiez Gérard, que ce sont effectivement des produits dopants, des gens comme ça n'ont plus rien à faire dans le vélo. Le vélo est un sport magnifique, avec beaucoup de gens magnifiques.
Et à chaque fois qu'il y a une nouvelle affaire, c'est tout l'opprobre qui est jeté sur le monde entier du vélo. Le dopage est un fléau du sport de haut niveau. Du cyclisme aussi, il l'a été et il l'est encore malgré de nombreux efforts. Et on ne peut pas se prévaloir des fautes des autres pour justifier les siennes. Ce que je veux dire et répéter, c'est qu'il y a plein de gens bien dans le vélo. Il y a plein de gens qui font très bien leur métier et c'est pour ces gens-là que moi je vais me battre. Parce qu'on en a assez de voir des gens qui trichent. Et même son... Oui, je vous en prie. Oui, justement, je veux dire, il faut protéger les gens qui sont sains et qui veulent le rester. Donc il faut éliminer les gens qui trichent. S'il n'y a pas des signes forts de la part de l'UCI, parce que c'est quand même l'UCI qui règle tout, ou de l'Agence mondiale antidopage, si on ne protège pas les gens qui ne trichent pas, qui sont sains, ça serait une grosse faute de notre part, ou de la part de l'UCI. Donc Dario Frigo, déféré au parquet d'Albertville et avec sa femme Susanna, donc entendu par les policiers au commissariat de Chambéry, où il a été placé en garde à vue dans la matinée. Juste un mot, Gérard. Le souci n'est pas qu'un acte soit prouvé ou trouvé, c'est qu'il y ait des gens qui trichent. C'est vrai que j'ai été très frappé, passant de l'autre côté de la caméra, de voir ces nuées de caméras, de micros, de dire alors c'est terrible pour vous. Non, c'est pas terrible pour nous. Le problème n'est pas que quelqu'un se fasse prendre. C'est bien si quelqu'un a triché qui se fait prendre. Le problème, c'est qu'il y en a encore qui trichent et ils ne comprennent pas qu'il faut arrêter, parce qu'il y a plein de gens bien, je le répète, dans le vélo. Et les tricheurs dehors. Voilà. Il faut condamner Frigo et sauver Voigt. Ouais, Bernard Chénès, bonne synthèse. André Bancala, pour l'équipement, vous avez vos équipes de l'équipement ont bien travaillé et moi, avec ma carte de l'IGN, on va vous montrer l'étape de demain. Avec cette carte en relief, moi qui me fait complètement craquer, je voudrais qu'il y en ait partout dans les décors et dans les studios, parce que je la trouve formidable. On part de Briançon demain, André. Absolument. Et vos équipes de l'équipement ont beaucoup travaillé. Alors demain, c'est une étape, c'est 187 km entre Briançon et Digne. Au programme, c'est 9 giratoires, 7 rétrécissements pour les équipes de la DDE. Et on a relevé trois points particulièrement importants et qui pourraient poser problème. Le premier, c'est au kilomètre 38, la traversée de Châteauroux-les-Alpes, qui est étroite, c'est par là, avec un caniveau central qui pourrait éventuellement provoquer d'éventuelles chutes, et un giratoire sans visibilité en sortie d'agglomération. Le deuxième point, c'est au kilomètre 99, donc un peu plus bas, la traversée de Seine-les-Alpes, qui est étroite, et là encore avec un caniveau central, décidément. Et puis, pour terminer, c'est la descente du col du Corobin, qui est en deuxième catégorie, qui, elle, est, donc c'est vers la fin, sinueuse et étroite, donc prudence. Voilà ce qu'on a repéré. Merci André, merci à tous. Rendez-vous 20h10 dans le journal du Tour ce soir, pour le résumé de David Malarme et Marie-Christelle Maury, qui a trouvé des cyclistes qui grimpent dans les cols à bicyclette pour admirer les coureurs et leur dire coucou. Il y avait beaucoup d'ambiance aujourd'hui. Rendez-vous tout à l'heure à 20h10. Voilà, merci à tous, vive le vélo. J'imagine un dessin sans nuage, avec quelques couleurs comme vient mon pinceau.